Il est 8h45. Notre invité ce matin, c'est Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Le débrief de Macron, l'avenir de la fonction publique aussi, les négociations sur le point d'indice. Et puis, on en parlera dans un instant aussi, une initiative autour de l'ensemble des dispositifs qui existent, ces outils informatiques comme Covid Tracker notamment. Revenons donc sur Emmanuel Macron hier soir. C'était quoi ? C'était un auto-bilan, cette émission ? C'était un exercice de responsabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, en tout cas c'est notre conception de la politique, vous avez besoin de pouvoir rendre compte aux Français de ce que vous avez fait. De ce qui a été les moments où vous avez réussi à aller aussi loin que vous le vouliez, puis d'autres moments où vous avez à expliquer le sens. Il l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Quoi. Et de ne vous dérober à aucune question. Oui. Vous avez eu hier des choses qui étaient des petites phrases sur lesquelles il est revenu, et puis de la grande politique. Alors, les petites phrases voulaient dire les regrets qu'il a... il a eu effectivement ses regrets sur des maladresses, sur des mots. Il a dit, je n'aurais pas dû dire ça. C'est un moment de responsabilité, c'est un moment de sincérité. Mais ce que j'ai vu surtout hier, c'est un contraste. Il était sincère, parce que certains ce matin ont dit, il était acteur. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça ? Quand vous êtes soumis à des questions, que vous ne vous dérobez à aucune question. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est un contraste, c'est une différence énorme. Quelle différence avec ce climat de pré-campagne où Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen n'ont que des mots qui sont agressifs, négatifs. On vous parle de hacher, de diviser, de néant, de détruire, de supprimer. Bref, on vous parle d'une vision apocalyptique, d'une vision négative, d'une vision de division. De choses qui ne vont pas non plus dans la société. Parce que hier soir, on avait l'impression qu'au contraire, tout allait bien. Non. Notre sujet, c'est de laisser de la place à un échange sur ces fractures qu'on a voulu réparer, à une action. Ensuite, les Français jugeront. Est-ce qu'on a été assez loin ? Est-ce que ça correspondait à leurs attentes ? Mais vous avez un président qui ne cherche pas à diviser les Français, qui ne cherche pas à nourrir de fausses oppositions, qui ne cherche pas des boucs émissaires, qui ne cherche pas au fond des explications, des causeurs de troubles. Vous avez aujourd'hui Mme Pécresse qui vous parle des fonctionnaires comme des boucs émissaires. Vous avez M. Zemmour qui vous explique qu'il y a les vrais Français et les autres. Vous avez Marine Le Pen qui surfe sur ses idées. Qui a le premier mis des Français dans la rue avec les gilets jaunes ? C'est Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'il a dit hier ? Il a dit, mon objectif, c'est, et peut-être qu'il a appris, il l'a dit aussi, c'est d'écouter ces Français qui se sont sentis invisibles, qui ont senti que cette transformation du pays n'était pas faite avec eux. Et il a dit, mon enjeu, notre enjeu, ce que nous avons fait depuis et ce que nous voulions faire déjà avant, et peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment bien fait à ce moment-là, c'est de réunir les Français. C'est pas de les diviser. Et cette c'est ce qui s'est passé effectivement depuis 5 ans. C'est ce qui s'est passé depuis 5 ans. La faute à qui ? C'est pas ce qui s'est passé depuis 5 ans. C'est ce qui arrive en fait aujourd'hui. S'il y a autant de divisions dans la société, s'il y a eu des manifestations, c'est bien aussi qui était au pouvoir. Mais c'est quoi la responsabilité du politique ? Amélie de Montchalin qui était au pouvoir. Mais on était au pouvoir. Mais c'est quoi la responsabilité du politique ? C'est de surfer sur les divisions ? C'est de les attiser ? C'est de mettre de la violence dans les mots ? C'est de créer un débat politique où on a l'impression qu'on est tous contre tous ? Qui avait parlé de feignants ? Mais le président, il l'a dit. Le respect, l'unité avant tout, la sincérité, la responsabilité, reconnaître ses erreurs, montrer où on va et avoir une vision qui, je crois, correspond à celle de notre pays aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr. Mais vous avez dans notre pays des gens qui aujourd'hui croient à la relance, embauchent des jeunes comme ils n'ont jamais embauché par l'apprentissage, se projettent dans l'avenir et ont une vision, j'allais dire, réaliste, mais aussi positive. Et ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que notre enjeu, notre engagement vis-à-vis des Français, c'est que là, le président, il a parlé à la télévision. Oui, mais alors, moi, Amélie avec Gabriel Attal, j'étais, vous voyez, dans les départements, j'étais dans les Deux-Sèvres, on était dans le Tarn, on sera bientôt en Bretagne, échanger avec les Français, les parlementaires, à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, à portée d'engueulade, d'avoir une action, un dialogue qui n'est pas celui de la division, qui est celui de la responsabilité. Oui, mais sur le terrain, Amélie de Montchalin, puisque vous avez parlé du terrain, vous voyez aussi qu'il y a quand même des inquiétudes sur en fait des quartiers où on ne peut plus aller, où il y a de la violence quand même, où il y a donc beaucoup plus d'immigration avec des problèmes, sans être contre l'immigration. Le président n'a esquivé aucun des sujets hier. Hier soir, il n'a pas beaucoup évoqué ça. Il était plutôt positif, ça allait bien. Il a parlé hier. Prenons le sujet de la sécurité. C'est un sujet qui est important, voire qui est vital dans une démocratie, qu'il y ait de l'ordre et qu'il y ait de la sécurité. Vous avez l'action de notre président, de notre majorité, qui a consisté à faire quoi ? À remettre 10 000 policiers et gendarmes sur le terrain, qui a consisté à réarmer la justice avec des moyens
qui ont augmenté comme jamais. Et puis vous avez ceux qui, à longueur de journée, au fond, font de faits divers une vision apocalyptique dans laquelle, au fond, il y aurait une fatalité. La différence, c'est que nous voulons réparer les fractures. Nous voulons ne pas attiser les divisions, nous voulons regarder le pays en face et nous voulons agir. Là où d'autres nous emmènent au fond dans des débats qui ne proposent rien, qui vous ramènent en arrière. Certains reprochent par exemple au président de ne pas avoir évoqué toutes ces violences suffisamment. Il en a parlé, comme de tous les sujets qui ont été évoqués hier. Et de ne pas parler des difficultés vraiment à l'école. Alors il a évoqué d'un mot sur la laïcité, mais il n'est pas allé très loin. Et par exemple aussi de ne pas avoir évoqué l'écologie. C'est un oubli hier soir, ça, du président par exemple sur l'écologie. D'abord, il en a parlé en disant on est dans un monde de crise. Dans un monde de crise écologique, dans un monde de crise géopolitique, dans un monde de crise industrielle, dans un monde de crise potentiellement économique et sociale. Notre enjeu, c'est de préparer les Français, c'est de préparer notre pays, c'est de créer notre souveraineté, notre indépendance. Il en a parlé sur l'énergie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets qui pourraient être mis à l'agenda. Mais voyez l'exercice que nous menons. Je prends l'exemple des fonctionnaires, j'y reviens. Vous avez Valérie Pécresse, qui ne parle jamais de ce qui nous semble important. Quelle est l'efficacité publique? Quelle est l'efficacité des services publics? Au fond, de quoi les Français ont besoin? Où est-ce qu'ils attendent de l'accompagnement? C'est ça les bonnes questions. C'est pas de dire je vais passer à la hache, comme disait le président hier, des hommes et des femmes comme des petits bâtonnets. On ne cherche pas aujourd'hui des boucs émissaires, on cherche à accompagner, à servir l'intérêt général, à servir notre pays. Emmanuel Macron lui-même avait parlé de 120 000 à 150 000 suppressions. Et qu'est-ce qu'il a dit hier? Il ne l'a pas fait. La fonction publique a augmenté quand on regardait les chiffres. On a le même nombre de fonctionnaires aujourd'hui qu'en 2007, mais il a dit hier, il dit je ne me suis pas renié. Dès qu'on peut moderniser, il a parlé du prélèvement à la source, ça libère des postes, et bien ça tombe bien, ces hommes et ces femmes. Mais on les garde, quoi. Eh bien, ils changent de métier. On n'allège pas. Vous-même, vous étiez à l'époque aussi aux côtés de Valérie Pécresse, puisque vous avez été en fait aussi à l'UMP, et vous étiez en fait dans ce schéma aussi de suppression de postes dans la fonction publique. Emmanuel Macron l'a reconnu aussi hier. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Qu'il faille transformer, qu'il faille bousculer, qu'il faille moderniser. Évidemment qu'on ne va pas rester comme des conservateurs qui considèrent que le monde ne change pas et qu'il ne faut rien changer. Ça, c'est ce que font les conservateurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez Mme Pécresse continue à répéter à l'envi les mêmes idées qu'en 2007, en 2012, en 2007. Rien n'a changé quand on les écoute. Mais on ne s'est jamais renié. On a dit on veut être vraiment dans l'efficacité du service public, on veut servir les Français là où ils sont, et on veut s'assurer que les hommes et les femmes de la fonction publique sont proches des Français. On a fait ça. Simplement que la crise, les gilets jaunes, la France qui change, les besoins nouveaux, nous ont fait faire cette chose-là, remettre des agents publics là où les Français les attendent. Simplement, quand vous faites les plus et les moins, ça ne fait pas moins 50 000, ça fait le même nombre. Ça fait le même nombre, voire une légère augmentation. Non, le président dit quelque chose. Il n'est pas enfermé dans une vision de division, de chercher des responsables, et surtout, le monde a besoin, les Français ont besoin de choses qui les servent. Ceux qui s'entêtent, ceux qui s'enferment dans des idéologies parce que vous comprenez, il faut montrer ses muscles et faire coûte que coûte telle réforme parce qu'on veut être soi-disant il faut crédible. Des réformes. Le président l'a dit, il a insisté sur des réformes. Oui, bien sûr. Quelle réforme vous retenez, vous, par exemple? La réforme qu'on a faite sur l'éducation de dédoublement des classes. C'est une réforme majeure pour l'émancipation et l'égalité des chances. C'est une mesure sur un secteur, c'est pas une réforme de l'ensemble. L'apprentissage. 600 000 jeunes aujourd'hui qui trouvent un métier. C'est majeur. C'est 600 000 jeunes qui, à la fin de leur parcours de formation, dans 2 ou 3 ans, sont dans les entreprises de travail. À propos d'apprentissage, Emmanuel Macron l'a laissé entendre. C'était finalement un quinquennat d'apprentissage qui en appelle un second? Ce qu'il a dit, et je pense que j'ai appris. En toute honnêteté, vous ne transformez pas un pays en 5 ans. Vous avez besoin de construire des bases solides pour pouvoir continuer. Et puis lui a changé. Il change. Mais parce que le monde change, parce que la crise sanitaire, personne n'avait vu venir, parce que le quoi qu'il en coûte. Peut-être l'expérience aussi, quoi. Mais attendez, qui dans notre pays, qui aujourd'hui, homme politique, femme politique ou tout Français, peut vous dire, quand vous avez devant vous un grand défi, je sais tout faire, je vais faire de la magie, ça sera résolu d'un coup de baguette magique. Personne ne peut dire ça. Et je crois d'ailleurs que c'est la responsabilité, c'est aussi la forme de sincérité de l'exercice, de pouvoir dire ce qui a été fait, territoire par territoire, voir aussi ce qui nous reste à faire. Et cet échange-là, à hauteur d'homme, à hauteur de femme, c'est ce que nous allons poursuivre dans tous les départements. Comme je vous le disais, on a commencé avec Gabriel Attal, on va continuer. Les parlementaires sont sur le terrain et nous n'esquivons pas. Parce que nous voulons unir, nous voulons dialoguer, nous voulons porter une vision
positive. Allez, il nous reste 3 minutes, Amélie de Montchalin. À propos de modernisation, Covid Tracker, Covid List, Vidmados, tout ça, ce n'est pas c'est pas venu de l'administration. Hein. Ce sont des privés qui ont réussi en fait à monter ça. Et vous voulez, en quelque sorte, fédérer un petit peu tout ça, c'est ça l'idée? Je vous allez disais lancer à l'instant que nous voulons avoir une vision non pas naïve, mais une vision positive, conquérante de l'avenir qui, au fond, est bâti sur quoi cet avenir? Il est bâti, on l'a vu pendant la crise sanitaire, d'hommes et de femmes qui ont des idées formidables, qui sont à l'honneur de notre pays, des idées de service public, des idées de solidarité, des idées d'intérêt général. Ils contribuent à ce service public qui est notre richesse. Comment vous allez les aider ou vous engager? Ils le font d'ailleurs souvent, je tiens à le dire, comme par exemple Guillaume Rosier avec Covid Tracker, parce que notre pays, l'État en France, ouvre des données numériques et permet à ensuite des hommes et des femmes d'avoir des idées formidables. Nous, l'État, on a un devoir. Si ça sert l'intérêt général, si ça sert le service public, on doit leur permettre de grandir, de se développer. Et donc, nous voulons développer ce qu'on appelle un accélérateur d'initiatives citoyennes. C'est un nouveau programme. C'est 15 citoyens tirés au sort qui, tous les 3 mois, vont choisir, la première fois, une dizaine de projets dont ils pensent qu'ils peuvent servir l'intérêt général et que l'État doit faciliter, permettre leur croissance, les lancer. Et ensuite, ils vivront leur vie. Mais voyez, Guillaume Rosier, son idée, c'est fondé sur des données publiques que nous ouvrions tous les jours. Il en rendait compte aux Français. Ça a aidé tous les Français à mieux comprendre cette pandémie. Eh bien, c'est formidable. Mon rôle, c'est pas de dire mais alors, il est un concurrent. Mon rôle, c'est pas de dire, vous savez, il a une bonne idée, donc je vais surtout faire pour que les Français le voient pas. Que je comprenne bien, ça va être quoi alors précisément? Ce sera un organisme? C'est quoi? Une notion de service public différent, augmenté? Augmenté, parce que ça augmente le service public. C'est un accélérateur, ça veut dire que les projets se présentent, associatifs, individuels, il y a des étudiants. Il y a des associations, il y a toutes sortes de gens qui ont des idées sur l'environnement, sur la santé, sur évidemment l'éducation, sur des sujets de notre vie quotidienne. Ils ont des bonnes idées. Ils se disent, on aimerait pouvoir peut-être grandir. Évidemment, c'est lié d'une manière ou d'une autre à la politique publique. Qui sont les bonnes personnes avec qui entrer en contact? Comment on s'assure que nos données sont protégées? Comment on peut développer notre projet en considérant qu'à la fin, on contribue au service public. Et vous les aiderez comment alors? Par la mise en contact, par trouver avec eux des solutions de financement, par notamment s'assurer qu'ils ont accès aux bonnes personnes, par aussi les faire connaître. Et donc, moi, vous voyez, le service public, l'État, il a un devoir, servir tous les Français, mais il a aussi le devoir de laisser les Français qui ont des bonnes idées pouvoir les proposer, et ça contribue à notre pays et à son bon fonctionnement. Il nous reste moins d'1 minute pour nous parler, malheureusement, de la douche froide pour les fonctionnaires sur la revalorisation du point d'indice. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne dirais pas ça. Avec le président de la République, depuis 2017, on a un engagement, que le travail paye et que ça se voit sur la feuille de paye. En 2022, pour les fonctionnaires, pour les 1,2 million de fonctionnaires qui ont les plus bas salaires, qui s'appellent les fonctionnaires de catégorie C, nous avons fait le choix d'une revalorisation inédite. 40 à 100 euros de plus par mois pour ces 1,2 million de fonctionnaires. On a fait un deuxième choix en 2022. Continuer de revaloriser les métiers oubliés. On n'a pas beaucoup parlé du Ségur la santé, de ces métiers qui ont été mis de côté. Il y a un autre enjeu aussi pour nous, vous savez, c'est l'accès à la mutuelle santé. Aujourd'hui, les fonctionnaires, ils payent tout seuls leur mutuelle santé, là où quand vous travaillez dans le privé, c'est votre employeur qui paye la moitié. Et là, il y aura... On a objectif que ça soit bien les employeurs qui payent la moitié. Ça commence en 2022, 15 euros par mois sur la feuille de paye de tous les 2 millions d'agents de l'État. Et dernier élément, vous aviez une injustice énorme, vous avez des gens qui font le même métier. Mais les fonctionnaires, ils savent parfois que vous pouvez faire le même métier, mais selon le ministère où vous travaillez, vous n'avez pas le même salaire, avec des écarts parfois de 200, 300, 400 euros par mois. Ça aussi, je le résous. Vous voyez, dans la filière administrative, c'est 65 000 agents qui vont avoir le même salaire, parce que je considère qu'à travail égal, salaire égal. Et donc, oui, on a fait ce choix-là. Bon, merci. Nous concentrer sur les bas salaires et un vrai choix de pouvoir d'achat pour Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui était l'invitée de Sud Radio.